Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Pranathena. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Fabien Moine. Coucou Fabien. Salut Renaud et salut à tous. Je suis content en fait qu'on puisse partager parce que ça me tient à cœur de pouvoir présenter en fait les différents formateurs de l'école. Moi, je crois très fort dans le domaine de la formation en naturopathie à la transparence et le fait de dire bah voilà ce que vous allez recevoir quand vous serez dans l'école. Donc c'est ce type de personne qui va vous parler, qui vous parler tel type de choses. Voilà son cursus. Vous pouvez vous renseigner sur eux de façon à faire un choix en conscience. Et du coup, moi, j'avais hyper envie que tu puisses nous dire, toi, comment t'es arrivé dans la naturopathie et qu'est-ce qui fait que vraiment ce sujet de la santé, on va dire, d'une vision un peu plus holistique, t'anime à ce point-là. Eh bien, ouais, c'est toujours un plaisir d'en parler, puis de refaire le voir à rebours. Quand tu fais ça, cet exercice-là, est-ce que c'est les valeurs qui t'ont animé à mettre le pied dans la naturopathie sont toujours les mêmes, là en l'occurrence 15 ans après? Parce qu'il y a quand même beaucoup de bifurcations possibles par rapport aux raisons d'être, qu'elles soient positives ou négatives, hein. Par ailleurs, d'ailleurs, moi j'ai bifurqué sur d'autres expressions. Moi, ce qui m'intéressait, j'avais des pratiques, on va dire, de travail sur le corps, que ce soit le sport, beaucoup de courses à pied, beaucoup de vélo, beaucoup de randonnées en montagne, et puis aussi des pratiques comme la méditation, le kung-fu, et une alimentation qui était biologique et, on va dire, végétale. À l'époque, et donc je creusais là-dedans, je commençais à me renseigner. J'avais un métier qui avait rien à voir, c'était le développement informatique, donc c'est-à-dire pour administrer des bases de données, faire de la programmation, chef de projet web, construire des projets de sites web, enfin bref, du graphisme aussi, de l'animation. Et bah, je vivais ça en parallèle. Et puis il y a eu une crise de raison d'être, comme ça arrive à beaucoup d'étudiants en naturopathie d'ailleurs. Il y a une dissonance entre leurs aspirations profondes, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, hein, dans les profils. Et puis à un moment donné, il y a une passion qui est en fond, qui témoigne de notre vraie personnalité, bah, qui demande à émerger. Et puis soit il y a une crise qui vient déclencher cette rupture, soit on provoque nous-mêmes cette rupture. Alors la solution de facilité, c'est quand l'extérieur agit. Ça a été le cas pour moi avec un licenciement économique. Alors j'étais quand même à mon compte, donc j'aurais pu continuer de travailler à mon compte, ce que j'ai fait d'ailleurs, pour commencer à me former un peu partout. Donc moi j'ai commencé à travers le jeûne. Le jeûne, c'est vraiment ça qui a eu mes préférences, et tout de suite le jeûne hygiéniste, quand bien même le jeûne du docteur Helmut Lutzner, donc c'était plutôt jeûne en marche en moyenne montagne. Mais ça me parlait pas trop. Mais par contre, quand j'ai rencontré le jeune hygiéniste, notamment avec Albert Mosseri et Désiré Mérien, alors là, tout de suite, ça a fait tilt. Et en fait, ce que ça a frappé chez moi, c'est le besoin d'autonomie et de souveraineté. Et puis d'écoute du corps. Parce que quand on fait de la méditation, du kung-fu, on est obligé d'être à l'écoute de son corps, du corps de l'autre, hein, parce qu'on est en mouvement réactionnel. Et donc là, ça s'insérait parfaitement avec tout ce que je faisais. J'ai dit, mais c'est génial, en fait, j'ai une boîte à outils permanente sur moi à travers le jeûne, et je peux écouter mon corps, et ça développe mon psychisme, parce que je vois bien que j'ai plus d'acuité, j'ai d'autres sources d'inspiration, et puis ça développe et ça renforce mon corps, parce que c'est un phénomène d'hormèse, même si je le nommais pas comme ça à l'époque. Et j'ai mis le doigt dedans, et je pratiquais beaucoup le yoga, le hatha yoga, et ma prof de yoga de l'époque me dit, bah tu devrais aller en Inde. Moi, c'était beaucoup le travail respiratoire plus que les postures. J'ai dit, bah oui, tiens, maintenant que j'ai du temps, je vais pouvoir y aller. Donc j'ai été 2 mois et demi en Inde. Je me suis formé au pranayama, aux exercices respiratoires, beaucoup de yoga évidemment quotidiennement, et j'ai mis le doigt dans l'Ayurveda. Et l'Ayurveda, ça m'a amené les tempéraments, la notion de tempérament, les doshas, Vata, Pitta, Kapha, que je n'avais pas encore rencontré dans l'hygiénisme. Et bon, je la fais court, hein, et je rentre en France, je me dis, mais je suis bien emmerdé avec ça, parce qu'en définitive, je suis pas de culture indienne. Donc les référentiels que j'ai appris ne sont pas transposables, et en fait, on me proposait de passer des diplômes en Ayurveda, enfin en herboristerie, etc. Mais je me dis, mais c'est pas des plantes de ma culture, c'est pas des plantes que je vais voir en France. Et puis les enseignements que je reçois, c'est du sanskrit traduit en anglais, que je comprends, qui n'est pas ma langue de référentiel. Ça faisait pas sens. Et j'ai découvert là la naturopathie. Enfin, je connaissais, mais j'ai dû rentrer dans la naturopathie par le phénomène des tempéraments, ce qui, entre parenthèses, pour moi est une grande lacune, si ce n'est la lacune de l'hygiénisme. De pas tempérament. Et moi, bah, tu as vu, quand j'ai toujours renvoyé à ça quand on a fait les 3 jours sur le jeûne, Bien sûr. tempérament, 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 tempérament. Et je nommais d'ailleurs que c'était une lacune. Et donc là, je suis rentré dans la naturopathie dite orthodoxe,
eh bien, avec Marchesso, puis avec les grands noms de la naturopathie, Kieffer, Christian Brun, euh, mais également Robert Masson. Voilà, donc j'ai commencé à devenir un petit rat de livres. J'ai toujours aimé les bouquins. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, ma vie, ça va être ça, parce que ça me parlait et j'étais boulimique, 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 boulimique. Et la chance que j'ai eue, alors je vais publier une vidéo là-dessus, mais je la spoil un petit peu, c'est qu'en Inde, j'ai eu une grosse contagion intestinale et donc des gros problèmes. Alors que je me baignais dans le Gange quasi tous les jours, je buvais l'eau du robinet, et donc là, il y arrivait un truc carabiné. Et donc, on me recommandait, la personne là, qui m'enseignait, les médecins me dit, il faut que tu prennes les antibiotiques. Et je dis, mais j'ai pas fait 6000 km pour me former à la santé naturelle pour m'entendre dire qu'il faut prendre les antibiotiques. On a le droit d'être con hein, quand on est jeune. Et donc bah, ça me met 6 à 9 mois pour que ça se régule. Enfin, je me massacre le bide, j'avais un bide de femme enceinte. Bref, je finis de faire le teasing pour la vidéo, regardez la chaîne Exubi Santé sur YouTube, et là, vous verrez. Et donc là, du coup, pendant 9 mois, j'étais mais comme un malade sur l'écosystème intestinal. Mais pour opportunisme personnel, donc j'ai lu tout ce que je pouvais sur la nature, toutes les notions de terrain. J'ai essayé les cures Colovada, les nettoyages des intestins, les lavements, les machins, les trucs, les bidules, et jusqu'à revenir à la notion de terrain et puis Et là, j'ai creusé, puis je me dis, bah ouais, c'est ça en fait. Il y a pas la problématique extérieure ne tient que si le terrain à la hauteur du déséquilibre du terrain personnel. Et donc, je suis rentré dedans, mais je n'ai pas été dans une école de naturopathie en tant que telle. Moi, j'ai suivi l'enseignement du biologiste et hygiéniste Désiré Mérien. Donc, j'ai passé toutes mes certifications avec lui et j'ai été chercher des boîtes à outils sur ce que je trouvais lacunaire. Bien avant de me former à tout cela et d'être même avant de travailler dans l'informatique, j'ai des grandes facilités pour le rebootement. Donc j'ai toujours travaillé en thérapie manuelle pour dépanner les gens, etc. Et sur les tissus, enfin bon, ça se faisait comme ça. Donc je me suis perfectionné sur la thérapie manuelle avec différentes personnes, Monsieur Collard, docteur Michel Furter, avec sa méthode, mais bien d'autres. Et puis, à mesure que j'apprenais, j'avais besoin d'aller vers différentes écoles. Par exemple, sur la congestion, vasodilatation, vasoconstriction, bah, j'allais vers Salmanov. Ensuite, je me suis formé avec Daniel Henry à la médecine des Ventouses en Suisse. Ensuite, quand j'ai étudié l'émotionnel, le stress, bah, j'ai passé mes certifications niveau 1 et 2 avec David O'Hare sur la cohérence cardiaque. Toujours sur l'émotionnel, ben, je me suis formé et certifié en EFT. Quoi d'autre? Enfin bref, tout un tas de. Je me suis fait ma propre formation de naturopathie, puis je suivais des cours comme ça à droite, à gauche, puis je rencontrais des grands noms de la naturo, mais je me suis plutôt fait mon cursus avec le temps, avec comme socle principal l'hygiénisme, avec mon courant de pensée hygiéniste, de toujours revenir à la loi de l'équilibre et de l'homéostasie et de faire le plus possible avec le moins possible. Et puis, bah, ça a été un coup de foudre évidemment avec Désiré Mérien, qui est mon maître, mon mentor, la personne pour laquelle j'ai le plus de révérence, et puis une admiration pour le travail qu'il a fait sur 60 ans. Voilà, d'avoir observé 40 000 jeûneurs, d'avoir écrit 35 bouquins, et d'avoir une joie infantile d'apprendre. Et ça m'a montré un chemin. Donc voilà, l'hygiénisme, le jeûne, et de manière périphérique pour on va dire les séances, eh bien, je me suis documenté, puis pour ma curiosité personnelle. Et puis voilà, les fleurs de bac, même bien avant la naturo, voilà, de partir en étoile et la curiosité permanente de l'étudiant. Ce que je continue d'ailleurs à faire toujours. Voilà. Ouais. Bah, de toute façon, on a toujours cette phrase un peu de on est un éternel étudiant, la naturopathie, ou en tout cas ces approches-là, c'est une formation continue. On sait un peu facile, c'est des phrases passe-partout. Mais quelque part, si tu conserves ton envie d'observer la vie, et dans le contexte qui varie, tu es tout le temps contraint d'étudier, de trouver des nouvelles choses, de creuser, d'avancer. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je suis comme toi, je ne peux pas passer une journée sans étudier des nouveaux trucs, tester des nouvelles choses. Enfin, ça paraît évident. Sinon, ce serait presque être blasé finalement de ce truc qui nous passionne.
Bah, c'est la mort, c'est tout simplement la mort, parce que le vivant évolue en permanence. Par exemple, il y a plein de gens qui disent: ah, mais tu dis ça, mais Shelton n'a pas dit ça. Shelton n'a pas dit ça. Et Shelton est mort quand? 84-85. Est-ce qu'il y avait des ondes électromagnétiques en 84-85? Est-ce qu'il y avait autant de stress? Est-ce qu'il y avait autant de problématiques sociales? Euh, et ça, c'est du nouveau savoir. Il n'en a pas parlé parce que ben, la 5G, en l'occurrence, en 84-85, n'était pas trop présente. Mais ce sont des phénomènes perturbants au niveau du système nerveux dont on doit tenir compte. Et lui, il était centré sur la nourriture, mais il était encore dans son temps d'apprentissage. Donc, figer le savoir, euh, moi, j'ai un énorme problème avec ça parce que le vivant, il est en constante mutation, en constante évolution. Donc, ben, c'est ça, moi, qui me stimule justement. Un savoir fini, pour moi, il est mort en fait. Il devient stérile à un moment donné et il se fige et il est mort. Et donc, ben, même si on parlait, moi je suis pas trop pour les compléments alimentaires, mais il y a plein de procédés d'extraction, de synthèse, et que du coup qui améliorent la biodisponibilité. Ben, moi je me tiens au courant de ça, de manière lointaine. Je dis ah tiens ouais c'est intéressant, ok. Ça demande tout un apprentissage pour pouvoir recommander. Donc du coup, moi, je préfère passer la main à des gens qui savent le faire. Mais c'est comme la technologie aujourd'hui. Par exemple, une école de nature, on dit, bah, ouais, Marchesso, il n'enseignait pas à distance. Ouais, bah, en même temps, il n'y a pas Internet non plus. Et donc, bah, Harvard non plus, hein, tu sais, Harvard et Stanford non plus il y a 200 ans. Et, ouais. tu vois, et aujourd'hui, bah oui, parce qu'en fait, tout simplement, c'est une nouvelle technologie qui est là. Tu me tends un peu la perche sur l'évolution du métier quelque part et de cette discipline. Moi, je prône une naturopathie quelque part un peu modernisée et plus intégrative parce qu'à un moment donné, je partage ton avis sur. Il y a des grands concepts fondamentaux qui relèvent de l'hygiénisme et qui relèvent des lois du vivant, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux outils. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes dans un temps qui n'est plus le temps d'aujourd'hui, qui n'est plus dans le même contexte et où il y a plein de choses qui ont changé. Et très souvent, perso, quand j'ai étudié la naturopathie avec différents mentors, et puis en fouillant un peu comme toi, en allant à droite à gauche, regarder, je me retrouvais avec des enseignements des années 70-80 qui, pour beaucoup, tenaient pas compte des phénomènes modernes. Donc toi, tu as parlé des ondes électromagnétiques. Moi, j'ai à cœur de sensibiliser aussi sur la présence de métaux lourds. Je suis pas un naturopathe qui va tout le temps mettre tout sur le dos des métaux lourds, tu vois. Je pense qu'il faut arrêter d'être systématique comme ça. Mais à un moment, dire que depuis les années 80, il n'y a pas un problème par rapport à ça et que ça sert à rien pour le naturopathe d'en tenir compte, c'est un énorme souci, ne serait-ce que dans ton sujet pour lequel tu es intervenu sur le jeûne. On le voit parfois quand il y a un gros problème de métaux lourds et que la personne se met à me jeûner d'un coup, si elle n'est pas prête, c'est quand même coton. Donc du coup, tu vois, pour moi, il y a plein d'outils à mettre en place et on avait envie de créer cette espèce de nouvel enseignement de la naturopathie pour lequel on t'a sollicité. Et, pour le moment, j'ai tendance à constater que trop peu de gens sont dans cette dynamique de mise à jour perpétuelle. Continuer à apprendre, oui, mais souvent pas remettre en question ce qu'il y a avant. C'est pour ça que j'ai apprécié, j'en profite pour le dire dans cette vidéo, parce que j'aime que les gens comprennent pourquoi j'ai choisi chaque formateur. Et ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est cette volonté en fait de dire, oui, j'ai eu un grand mentor basé sur l'hygiénisme, qui est une technique ou en tout cas un principe de base qui est énorme. Mais par contre, il y a des lacunes, je me rends compte desquelles, je vais chercher, j'essaye de pousser, etc. Et ça, j'apprécie énormément les gens qui tentent de se tenir à jour et de garder le contexte actuel. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie chez toi. Bah, la question, c'est au service de quoi je me mets. C'est dur, hein, parce qu'on a tous un ego, on a un petit orgueil. Hmm. Dès l'instant qu'on va faire ça, bah, moi, du coup, je rentre en confrontation avec Désiré. Il me dit pourquoi tu dis ça, t'es qu'un con. Bah, il est breton, hein, donc il mâche pas ses mots, puis c'est aussi ce que j'aime chez lui. Donc voilà, donc on se frite, on se chamaille sur plein de choses. Et par exemple, je lui parle des métaux lourds. Je lui parlais des métaux lourds il y a des années. Il me dit c'est une rumoristique. C'est une rumeur humoristique. Bon, voilà, pourtant, il est biologiste, il est pas bête, mais peut-être que. Je sais pas. Il y a des zones. Je sais pas. Et pourtant, il est plus savant et scientifique que moi. Mais chacun a ses perceptions, chacun a ses modèles. Et en fait, on a tellement de zones d'aveuglement personnel que, au moins, partir du fait d'être le plus large et de se remettre en question, c'est la base. Mais c'est violent. Parce que des fois, il faut que tu reconsidères à l'envers. Là, quand je nomme l'exemple, c'est dur de se dire, bah, en fait. Ouais, j'aurais. Parce que évidemment, la vidéo là dont je parlais sur l'Inde, là, il y a une 13 ans, et donc je dis, bah, est-ce que j'aurais dû prendre. La question, c'est est-ce que j'aurais dû prendre l'antibio ou est-ce que j'aurais dû persister dans la santé naturelle?
j'ai donné un peu la réponse en disant que bah, j'avais été con quand j'étais jeune, mais j'explique pourquoi et j'explique en quoi ça m'a nourri. Et puis après, je me suis dit, je peux plus retomber dans les écueils comme ça. Et surtout, quand on a la prétention et qu'on prend la responsabilité de conseiller les autres, on peut les mettre dans la merde. Et à minima, hein, mais on peut les mettre en danger en allant plus loin. Et ça, c'est quelque chose où je me suis bah, toujours mis des freins en me disant, bah, les gens qui me disent, ouais, t'es pas un vrai hygiéniste, t'es un hygiéniste modéré. Je préfère un hygiéniste modéré qu'un ayatollah de l'hygiénisme, qui mène les gens ben, à la décrépitude minérale. Et donc, en fait, mais c'est un travail de fond. Puis en fait, tu te dis, tu vas plus te baser sur la remise en question personnelle et la pédagogie avec l'autre que sur l'aspect spectaculaire qui, des fois, ne marchera peut-être pas 2 fois sur 10. Moi, des fois, je suis ulcéré. Hein. Beaucoup de naturopathes, quand je vais critiquer l'attitude d'un tel ou d'un tel, parce que quand on a la prétention d'être prof, eh ben, c'est qu'on va juger. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, d'émettre un jugement, puisqu'on me demande d'intervenir et de transmettre un savoir. C'est que donc je suis légèrement au-dessus, même si pédagogue, ça veut dire marcher à côté. J'ai pas de problème en fait avec cette transmission d'expérience-là. Dire, ben, oui, mais d'accord, cette personne-là, elle a été bourrine dans ses recommandations. Il y a eu ça, mais quand même, il y a eu des résultats. Et je dis, mais d'abord ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire. Donc là, vous êtes au-dessus de la médecine. On ne peut pas se permettre ça. Nous, de se dire, bah, tiens, quelqu'un jeûne alors qu'il ne peut pas jeûner, ou fait une chélation alors qu'on n'a même pas regardé ses émonctoires, si on parle des métaux lourds. C'est pas possible. Et donc, bah, ce travail-là, il est douloureux parce qu'il nous renvoie chaque fois à l'humilité et à la connaissance personnelle avant la connaissance extérieure. C'est pourquoi tu es là, au nom de qui tu parles, tu te mets au service de quoi, et est-ce que tu dis j'ai guéri ça en parlant de l'autre. Et là, ben là évidemment, tu te mets à côté de la démarche naturopathique. Donc, c'est une hygiène mentale aussi que d'être dans la voie naturopathique. Il faut un peu de caractère quand même parce on est dans un courant d'adversité, c'est certain. Donc, il faut tenir le manche, mais en même temps, il faut avoir une souplesse d'esprit qui fait qu'on peut se remettre en question ou d'accepter que les autres se remettent en question. Et moi, pour ça, j'ai trouvé la méthode, c'est d'être dans une dynamique de santé intégrative, d'être avec plein de soignants autour de moi qui sont différents de mon approche. Et donc, bah, à chaque fois, tu vas apprendre, tu vas être stimulé, tu vas trouver un point de limite, et puis du coup, bah, tu restes à ta place. Tu dis, bah, j'ai de la connaissance, elle est limitée en termes d'impact, elle est limitée en termes de connaissances pures, et du coup, ça évite l'ego et l'orgueil un peu trop développé. Pour moi, là, ce que tu mets sur le doigt sur un truc qui est essentiel, je dirais aux naturopathes modernes, parce que on peut pas vraiment refaire le passé, mais c'est cette notion d'humilité, de rester à sa place, d'une part, mais ça veut pas dire pour autant se confondre et essayer de se transformer en quelque chose qu'on n'est pas, mais pour autant, c'est aussi l'humilité face à qu'est-ce que je suis en capacité de préconiser à quelqu'un, aussi de se remettre en question. Parfois, c'est difficile pour l'ego des praticiens. Il y en a beaucoup qui me disent difficile parce que la personne, je lui donne des conseils, mais elle n'a pas de résultat parce qu'elle fait pas ce que je lui dis. Mais pourquoi elle fait pas ce que tu lui dis? Peut-être ta manière de l'accompagner aussi n'est peut-être pas adéquate. Peut-être essaye de faire rentrer des choses dans son système de croyance qu'elle n'a pas demandé, etc., etc. Donc il y a tout un pan qui est très psycho-émotionnel, comportemental, cognitif d'un côté, motivationnel. De l'autre, il y a tout simplement la vraie connaissance, enfin la connaissance quand même assez solide pour pouvoir collaborer, comme tu l'as dit, avec le corps médical, avec d'autres soignants. Et tout ça, ça demande une grande humilité. Je pense qu'aujourd'hui, parfois, chez certains, ça manque. Non pas qu'ils en sont incapables, mais on leur a pas suffisamment démontré l'importance et on leur a pas rappelé, quoi. Je pense que, et de toute façon, dans ces cas-là, on l'apprend un peu dans la douleur. Pour ceux qui. Et moi, j'avais une question pour toi, Fabien, puisqu'on parlait de, bon, bien sûr, tu interviens dans l'école auprès de nous, et moi, je suis ravi de ça. Mais ce qui me plairait, c'est d'entendre qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'aller transmettre et d'aller former justement des nouveaux professionnels dans ce domaine. Alors, il y a 3 ans, 3 ans, j'ai dû faire un choix difficile. Mon quotidien est très rempli parce que bah, je réalise des documentaires, puis surtout j'édite des livres d'autres personnes. J'écris à côté, je fais des conférences, j'ai des formations, je donne des stages également. Et j'avais 6 mois de consultation que j'ai arrêté.
Et c'est très difficile quand tu enseignes quelque chose de ne plus être au contact. Et ça a été un crève-cœur. Donc 6 mois de rendez-vous en un mail qui se sont vaporisés. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Bah, c'était de transmettre, d'être en lien, et ma façon d'être stimulé, remis en question et d'être dans le réel, c'était justement les étudiants en école. Parce que, en fait, la chance de l'étudiant d'aujourd'hui, c'est qu'il a accès à tous les savoirs. Il y a très peu de savoirs qui vont être présents dans les formations qui ne sont pas disponibles quelque part ailleurs, en formation en ligne, en livre. Qu'est-ce qui va changer? La pédagogie, la confrontation entre l'enseignant, la confrontation entre les élèves eux-mêmes et la supervision pédagogique de la structure qui va mettre en harmonie tout ça. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un challenge. Souvent, je le dis, mais je le dis aux élèves, je commence comme ça, je dis, quelle plus-value vous allez apporter à un individu qui peut avoir les mêmes conseils en séance qu'il peut trouver sur le net? Donc, c'est-à-dire l'expression de ta personnalité profonde et la foi que tu vas mettre en association avec tes compétences et ta connaissance. Et donc, bah, c'est là où je me sens le plus heureux parce que j'ai l'impression d'être, c'est ce qui me vient, je suis total. Je peux être moi-même. Tu as vu, quand je suis en cours, j'ai pas de notes, j'ai pas de choses. C'est très structuré dans ma tête. Je sais où je vais. Je sais exactement où je vais à 1 ou 2 heures près. Mais je me mets en contact avec les gens qui disent je vais passer par là, je vais passer par là, je vais passer par là, je vais passer par-ci. Et ça, c'est une grande stimulation, et surtout, ça m'oblige à me mettre au niveau déjà de la connaissance, parce que les élèves aujourd'hui arrivent avec de la connaissance, puis ça dépend à quel moment du cursus où j'arrive, et ça m'oblige aussi à être réactif sur la perspicacité et la pertinence des questions. Parce que là, on a un autre niveau, que même si les patients sont experts, de plus en plus experts, là, on a un autre niveau. Et donc, moi, ça me permet d'avoir un engagement total. Et je remercie Nicolas Sarkozy en 2002 de m'avoir offert cela, c'est-à-dire non pas que ce soit mon mentor, encore que, on a les maîtres qu'on peut avoir. Et en gros, je me souviens que c'était la désolation lorsqu'il a été élu en 2002. Et les gens disaient, il faut manifester. Je dis, mais pourquoi manifester contre lui? Il a pris l'espace vacant. T'es pas content, vas-y. Et moi, ça m'a créé un déclic. T'es pas content de ce qui se passe, vas-y. Tu trouves que le jeu n'est mal représenté, bah fais un film. T'as pas de société de distribution, bah crée un truc de distribution. Tel mec devrait être plus connu, fais une maison d'édition et dites-le. Et donc, bah, t'as envie vraiment que la naturopathie, elle vibre quelque chose de puissant, et ben, sois à la fois humble et prétentieux, et puis vas-y, puis si ça trouve écho, et ben, exprime-toi, mais par contre, t'as pas le droit de ne pas te donner totalement. Et donc, ben, je suis très heureux quand je fais ça. C'est ce qui m'anime profondément. Et là, c'est là où j'ai mon rayonnement maximal. Et j'ai l'impression de vivre quelque chose avec les personnes que j'ai en face de moi. Et ça me nourrit. Et derrière, après, je vais tout reformater. Voilà, c'est le langage d'informaticien qui revient. Je le retravaille. Je dis pourquoi il m'a dit ça? Comment c'est possible? Pourquoi j'ai pas été compris? Pourquoi cette question-là, j'ai pas su y répondre? Et là, j'y retourne à mes études et à ma remise en question, et je remodule, et après, hop, une fois que j'ai refragmenté tout ça, je repars. Et du coup, ça me plaît. Et donc, il y a cette notion d'initier, de faire sentir quelque chose. Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'initiation plus que l'enseignement. C'est plus fin. Et moi, on m'a beaucoup initié. Il y a certains praticiens, bah, comme Désiré, ils me disaient, va dans les chambres des jeûneurs. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu en penses? On n'est que sur la sensation. Et après venait l'enseignement théorique. Mais il fallait déjà toucher. Michel Furter me disait, touche là. Touchez là. Il y a un œil. Touche l'autre. Tu sens? T'as vu? C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi la congestion? Et ça, c'est merveilleux. Toi, tu as connu Robert Masson, donc c'était pareil. C'est des gens qui ont une base de données phénoménale. C'est des enseignants à l'ancienne. Ben, moi, j'ai eu que des vieux qui m'ont enseigné. Et ben, ils m'ont enseigné par l'exemplarité, et j'essaye de faire toucher ça aux autres. Dire, ne vous figez pas sur ce que je ne vais pas projeter, du coup, ce que je projette pas trop. Essayez de sentir ce que je vous dis. J'essaye que ça soit très texturé.
j'enseigne et que ça soit un espace vivant. Et la chance de la technologie, c'est que je leur dis, vous pouvez enregistrer, vous pouvez faire quelque chose, et ensuite vous allez entendre différemment ce que j'ai dit. Pour l'instant, laissez-vous plutôt pénétrer. Et voilà, donc ce que je vais chercher, c'est ça. C'est vraiment cet espace de réunion où tu as le temps. Une consultation, c'est 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Mais là, quand tu vas, bah là, de trois fois, on envoyait des bonnes tartines de journée, c'était peut-être pas 8 heures, 10 heures de cours. Eh ben, tu fais 3 fois 8, 24, ouais, peut-être entre 25 et 30 heures de cours. Là, tu peux envoyer la sauce, quoi. Et ça me plaît. Et justement, je prends la balle hors bond, tu parlais technologie, etc. J'aimerais bien que tu nous partages ton expérience parce que finalement, nous, il y avait des étudiants dans la salle. C'est comme ça que ça se passe chez nous quand certains cours. Alors, il y a certains cours qui ont lieu que en visio dans certains cas, mais pour d'autres cours, ils sont directement dans la salle en présentiel. Et nous, c'est un truc qui est multifilmé, streamé, etc. Et donc, du coup, j'aimerais bien que tu nous partages ton expérience. Comment c'est quand tu donnais cours à des étudiants qui sont là, et puis d'autres qui sont justement à distance? Comment tu as vécu les choses? Alors, moi, j'ai quelque chose de mémotechnique. D'ailleurs, les premières fois que j'ai fait des conférences, très bizarre en fait, parce que bon, faire des vidéos sur YouTube en face caméra, c'est complètement schizophrénique. La première fois, j'ai tout voulu envoyer valser parce qu'en fait, tu n'as pas d'interlocuteur. Et donc, dans une conférence, c'est un peu pareil. Tu vois les interlocuteurs, mais en fait, tu peux pas regarder toutes les paires d'yeux en même temps. Et donc, quand tu enseignes à distance, moi, ce que je fais, je me mets dans ma bulle avec les gens qui sont présents. Mais l'avantage, c'est que là, il y avait un espace pour les questions. Donc du coup, après, hop, je me remettais avec la régie. Et donc du coup, je savais que j'étais avec d'autres personnes. Et je faisais gaffe aussi quand j'enseignais d'être gestuel pour qu'il y ait une interactivité qui soit sensible avec les personnes qui regardent. Et puis, bah, il y avait le multicam, là c'est une régie. Bah, moi, quand vu que je fais de la vidéo, ouais, je t'avais dit, hein, j'en ai bavé un peu devant, avoir des cams comme ça, donc savoir qu'on est monitoré en réel avec la possibilité d'interactivité, c'est-à-dire que la personne qui est à distance ne soit pas défavorisée par rapport aux autres. Tac, il y a une question dans le chat, et donc on le faisait 7-8 fois dans la journée, peut-être un peu moins, ouais, 4-5 fois. Tac, une liste de questions, à chaque fois qu'on reprend des pauses, à chaque fois qu'on arrête, et donc du coup ça permet de mettre en lien, et puis d'imaginer ce que les autres entendent aussi, parce que les types de questions te permettent de réajuster ton enseignement en temps réel. Tu dis, ah ouais, tiens, les autres, ils ont senti ce que j'ai voulu dire, mais peut-être que... Donc ça permet d'ajuster. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je voyais que c'était pas... Si on me filmait juste comme ça, j'aurais été frustré. Tu vois, juste comme ça. Mais là, je savais que dans l'espace, on pouvait me prendre sur plusieurs points de vue. Si je montrais des trucs, si je me déplaçais, si j'interpellais, on allait voir l'ambiance un peu de la salle. Et moi, c'était ça pour moi qui était important, il y ait une possibilité de perception de l'atmosphère, même si tu es chez toi en pyjama en train d'écouter la vidéo, bah, tu étais quand même immergé avec les autres qui sont en physique. Et donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt très bien. Il y a il y a des moments où la technologie, pour moi, elle est très bien, comme ce cas-là. Par contre, là, je vais revenir en arrière. Les consultations, les anamnèses en distance, ça, j'ai de la difficulté. Parce que pour le coup, moi, je proposais aux étudiants, quand de certaines écoles où j'enseignais, je disais, le mercredi après-midi, vous êtes ouvert, vous venez dans le cabinet, vous vous organisez entre vous, vous faites votre liste et vous venez. Parce que c'est un espace qui est tellement précieux, c'est une intimité qui est tellement... beaucoup de personnes, en fait, vont se confier à nous comme elles ne l'ont jamais fait ailleurs. Alors, ça dépend de la qualité humaine, mais c'est juste le fait d'entendre des choses qui sont peut-être difficilement entendables ailleurs et le fait d'avoir du temps. Souvent, les médecins qui sont assez taquins peuvent dire, mais qu'est-ce que vous faites pendant 1 heure et demie? Et moi, ma réponse, c'est bah, ce que vous ne faites pas pendant 10 minutes. C'est tout. Et donc, on a le temps d'écoute. Et donc, c'est tellement beau que je ne suis pas certain que ça, on puisse l'avoir en visio. Donc, si là, il y a des étudiants qui nous regardent, je sais que les confinements ont accéléré ce phénomène-là de consultation à distance. Je ne dis pas que c'est mal, mais par contre, faites du présentiel, faites du réel. Euh, Soyez inconfortés, soyez mal à l'aise. Sachez prendre vos distances à l'autre. Tout ça, c'est un apprentissage qui est incroyable et exceptionnel. Et vous obtiendrez des informations que vous n'aurez sans doute pas autrement, avant d'être assez expérimenté pour savoir percevoir des communications
non paraverbales ou autres qui demandent un peu d'acuité. Et là, par exemple, si je faisais une séance avec Renaud, je ne sais pas s'il est stressé, s'il se gratte les ongles, il tape du pied sous la table, s'il est stressé, voilà, ouais, comment il croise ses jambes. Et tout ça, ça raconte quelque chose de lui. Et j'ai besoin d'avoir ça comme information aussi, parce que s'il me dit, là, est-ce que vous avez des problèmes avec votre compagne ou financièrement ou avec vos enfants? Non, non. Et puis que tac, 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 la pièce qui dit, ah, d'accord. Je la note, je reformule la question 3-4 questions plus tard, de nouveau le même signal, c'est bon, je sais que j'ai raison, son paraverbal a parlé pour lui, donc je retourne sur ce terrain-là. C'est un exemple, mais moi par exemple, l'anamnèse, c'est ce qui me passionne le plus. Je trouve ça fascinant, et nous avons des maîtres de l'anamnèse, hein. Je ne conseillerais jamais assez Bilan de santé de Daniel Kieffer, qui a un pavé là, qui doit faire 800 pages, où vous avez tous les types d'anamnèse possibles, et c'est ça que j'essaie de faire sentir justement, quand tu me disais pourquoi je vais m'enseigner, c'est faire sentir ce qui n'est pas transmissible par voie livresque. Et ce qui repose sur l'expérience. C'est pour ça que je donne beaucoup d'anecdotes. Je sors beaucoup, je dis je questionne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que ça raconte? Pour justement tenter d'avoir une imprégnation très physique de l'enseignement. Et là, on retient, on mémorise. L'anecdote, elle s'insère dans les tissus. Et donc voilà, bon, j'ai fait des digressions, mais je pense que c'est... Non, mais c'est génial ce que tu nous partages, et c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié par nos étudiants, parce que bien sûr, tous les formateurs, je les ai choisis parce que je trouve qu'ils m'apprennent beaucoup personnellement, mais en plus, je les trouve inspirants. Et une des caractéristiques de l'inspiration, enfin, si je puis dire, ou en tout cas des véhicules de l'inspiration, c'est l'anecdote, la métaphore. Parce que c'est complètement différent que d'avoir un savoir livresque qui nous est délivré à l'oral par quelqu'un. Mais là, on parle de vécu, on parle d'expérience, on parle de ressenti, on parle de j'ai fait ça, mais en vrai, avec le recul, peut-être que j'aurais dû les prendre, ces antibiotiques. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans ce vécu-là, de dire on peut apprendre de l'erreur de l'autre, on peut apprendre de la réussite de l'autre, on peut vivre ce que vit l'autre, parce que quand il en parle, son système nerveux est connecté à l'état dans lequel il était quand il l'a vécu, ou alors à la nouvelle expérience qu'il a implémentée à la place, si jamais il a fait un reset total. Bref, tout ça, c'est très intéressant, enfin, pour moi, c'est passionnant. Donc non, c'est une digression qui mérite largement sa place. Et j'ai hâte d'ailleurs, et je sais que nos étudiants aussi, on a hâte de faire la suite de ce qu'on mettra en place ensemble. Clairement, parce que je pense que ça s'arrêtera évidemment pas là. Toi, en 2 mots, si tu devais décrire un petit peu ton... Alors, je vais parler pour nous, parce que c'est plus difficile de parler d'autre chose, mais ton expérience avec nos étudiants, et surtout, quand on avait échangé ensemble, tu m'avais parlé que tu avais l'impression que c'était quand même un enseignement qui ne pourrait pas vraiment catégoriser dans la naturopathie classique. Comment tu décrirais l'approche qu'on amène? Là, ce que tu disais, il y a beaucoup l'aspect neurosciences, ce que j'ai compris. Donc là, vraiment, en dehors de l'aspect physio-biologique, qui est beaucoup enseigné. Et pour moi, en fait, t'enseignes à quelqu'un un savoir-vivre, s'il n'y a pas le savoir-être derrière, c'est mort. En fait, il y a plusieurs... Et là, on en revenait, hein, justement, il y a des gens, des jeunes naturaux, ils disent, les gens sont nuls, ils ne suivent pas les recommandations. Ça n'a rien à voir. C'est ta responsabilité à toi. Par contre, c'est quoi ton bagage que tu as par rapport à ça? Et c'est tout de suite, de ce que j'ai compris de la formation, c'est qu'il y avait vraiment la connexion au cerveau, le rapport au cerveau pour dire comment je vais transmettre, et comment l'autre peut recevoir, ou comment l'autre peut bloquer, et comment on peut prendre le temps et différents moyens pour faire entrevoir ça. Et pour moi, c'est fondamental. Et là, c'est vraiment vivre avec son époque. Et encore une fois, comme je le dis, les informations, tu peux les avoir partout. Mais comment tu les fais rentrer dans ta tête, et comment tu les mets en correspondance avec l'autre? Et là, c'est toute une chose. Donc ça, déjà, c'est le premier point pour moi de ce que j'ai relevé, hein, comme de manière spécifique dans la formation. Et puis ensuite, c'est d'avoir quelqu'un comme Daniel Boussard, qui a un énorme tronc d'enseignement, et que du coup, tu as des élèves qui ont un gros socle, quand même, un bon niveau. Donc moi, je les ai pris à un moment de l'année où ils avaient déjà reçu des enseignements, mais où tout ce que j'avais pas besoin de réexpliquer. Ça roule. Et en fait,
Et tout de suite, tu peux rentrer dans le spécifique. En fait, là, j'allais dire, des fois, ça m'énerve. Quand j'enseigne sur des choses et où je sens pas. Le manque de connaissances, c'est différent, mais l'envie d'apprendre. Et donc là, c'est des gens qui se sont un peu bougés, quoi, bouger le cul pour parler clairement. Et donc, il y avait cette mise à jour de l'enseignement, donc c'était assez fluide. Donc il y a ça, mais après, c'est une chose qui veut dire factuelle sur l'enseignement, mais c'est surtout le lien au cerveau. Ça, c'est le gros truc qui, moi, m'a marqué et qui me semble un caractère indispensable. Qu'est-ce que tu apportes de plus? Enfin, sur la connaissance de la naturopathie aujourd'hui, bon, tu fais l'anatomie, biologie cellulaire, physiopathologie, bon, d'accord. Bon, ça, c'est le tronc commun un peu, tu l'as. Mais pourquoi et comment? Et ça, du coup, c'est la grande question qui anime. Donc, j'ai l'impression que les étudiants ont ça dans le bagage. Et voilà, vu que moi, j'essaye de le sortir de ma boîte à outils sur la spécificité personnelle. Et puis le fait que, par exemple, un individu va pas faire ce qu'il a, c'est ta recommandation, parce que en fait, il faut qu'il ne le fasse pas, parce que sinon il est en danger, psychiquement au moins. Et ben ça, c'est important. Et pas de dire il est nul ou non, comprends son besoin, écoute sa limite. Et parce que tu peux avoir une très bonne connaissance, puis être un naturo qui est à chier et qui fera jamais de consulte, quoi. Et ça se voit, hein, ça se voit beaucoup. Et donc, faut ce bagage-là. Moi, je préfère quelqu'un qui est lacunaire au niveau du savoir parce que ça s'acquiert, mais qui a une connaissance du fonctionnement de la psyché et de l'intellect humain pour au moins faire beaucoup avec peu. Et puis après, tu augmentes avec l'expérience et la connaissance. Mais si tu n'as pas cet acquis-là, ça ne sert à rien. Tu n'auras pas de plus-value par rapport à une intelligence artificielle. Je suis assez d'accord avec toi que c'est pour ça que nous, on a misé très très fort sur la posture. Alors franchement, au niveau de nos cours, on est en béton, tu vois, sur les enseignements, mais pour moi, c'est la posture. Parce que c'est ce qui, comme tu le dis très bien, je prends souvent cet exemple, ce qui va faire que tu ne seras pas remplaçable par une cabine chez Monoprix qui fait un diagnostic médical aujourd'hui très bien au niveau de la médecine. Bah, il pourrait très bien faire les choses pour un naturopathe. Bah, ça, il ne pourra pas à partir du moment où tu as une vraie posture, une capacité à co-réguler l'autre en face de toi, une capacité à vraiment à être dans une écoute. Et en même temps, humilité, encore une fois. Poser des questions, comprendre pourquoi quelqu'un n'a pas fait son conseil, c'est un peu se regarder le nombril et accepter de se faire pointer du doigt, dire bah en fait je sais pas, votre explication elle n'était pas claire, ou bien vous m'avez dit des trucs mais moi j'ai pas envie de faire ça. C'est aussi se dire peut-être je suis un peu remis en question, et pour beaucoup de praticiens tu sais il y a un peu une posture de sachant, adulte enfant, je t'ai dit ça, tu dois le faire, si tu le fais pas c'est que tu es un mauvais élève. Mais en fait là c'est un peu différent, c'est à partir du moment où je me dis j'accepte de regarder pourquoi le résultat que j'obtiens il m'appartient en grande partie, parce que les gens, certes, les conseils, s'il met tout en place, il y aura des résultats plus ou moins, etc. Mais en tout cas, parfois, quand il ne fait pas ce que je lui recommande, là, pour reprendre cet exemple, je suis obligé de me regarder et peut-être de lui tendre la perche pour dire, tu vois, avec différents moyens de questionnement, d'aller comprendre ce qui a bloqué. Et ça oblige à se remettre en question. Et beaucoup de personnes que je rencontre n'ont pas très envie de faire ça. Alors c'est souvent très inconscient, mais elles ont tendance un peu à esquiver le sujet ou à faire en sorte qu'on n'en parle pas. Souvent, ça va être, je donne mes recommandations que par mail après dans un plan d'hygiène vitale, pas pendant la séance. Bah oui, parce que ça m'évite d'être confronté à l'autre qui me regarde en disant, je le ferai jamais, gros. Ou Tu alors vois, pourquoi? Ou alors pourquoi? Ou non, je le fais. Ouais, voilà, ou je vais pas le faire, ou je peux pas le faire, ou pourquoi vous me dites ça? Moi, j'ai lu. Et donc, t'es en adversité, là. et Ouais. là, c'est difficile. Là, ça prend une posture qui est difficile. Il y a de la remise en question et effectivement, il y a du challenge. Pour moi, c'est là-dessus que le nouveau, on va dire le naturopathe moderne, même si c'est un terme qui n'est pas spécialement excitant pour moi, mais j'appellerais ça le naturopathe d'aujourd'hui. Ça fait partie de sa nouvelle casquette, surtout dans cette ère post-Covid-19, avec des gens qui ont un niveau d'anxiété élevé, souvent en posture de vulnérabilité. Et donc, attention à la posture également pour pas être conditionnement, pour pas être négativo-conditionnant. Parce que c'est pareil, ça, il y a beaucoup de choses dans la naturopathie où on va avoir tendance à sauter sur la personne en lui disant, oh là, toi, ton foie, ça va mal et ça va foirer. Hein, mauvais rein. Oui, il peut y avoir des choses qui nous donnent ces indications, mais il y a une façon de le transmettre pour éviter d'être conditionnant. Ça, c'est vrai qu'on a accès très très fort là-dessus. Alors, Écoute, exactement, sur la terminologie, ça, c'est vraiment important. Moi, souvent, je l'entends et je me prends la tête avec bon nombre d'iridologues qui vont justement, le rein va pas bien, le système nerveux est HS, et les gens sont en décomposition. Je dis, ben,
Et moi, les gens, ils regardent, et moi, je saurais tout de suite. Donc, tu renvoies un message positif. Ah, je dis non, il peut mieux fonctionner, le rein. Rien à voir. T'as mieux et fonctionné. C'est pas mal, c'est mieux. Et donc, tu racontes la même chose. Et puis, la personne, quand on dit, là, on va regarder pour le foie. J'ai un problème au foie? Non. Il est un peu fatigué. On va le réveiller. Il a besoin qu'on l'aide un petit peu. Ah ouais, ça passe mieux. Puis de dire, ouais, il y a un problème au foie, il faut qu'on regarde ça parce que gna gna gna. Et donc, c'est la façon de présenter. Et puis, quand on le dit, pour les mêmes informations, vous pouvez générer de l'anxiété ou, bah, être complètement doux, puis dire, bah, quand même, il est un peu paresseux, hein, d'ailleurs, hein, vous avez deux, trois gaz, hein, alors la personne, elle rigole, tu peux passer ça tranquillement, elle rigole. Et tu fais passer la même info. Il faut faire gaffe. Par contre, à l'inverse, vu qu'il n'y a pas de vérité universelle, ça m'est arrivé, quelquefois, de mettre les gens dans une situation de peur ou de stress parce que leur tempérament, c'est cool, tranquille. J'ai dit, là, t'es dans la merde, quoi. Tu sais, c'est important ce que t'as. Ah ouais, tu vois, c'est un peu comme tu sais, la petite décharge qui fait revenir au réel. Donc, ouais, t'as ça aussi. Et, mais Pour moi, c'est le principe de base, c'est-à-dire individualiser, contextualiser. Donc, quelque part, on a cet individu en face de nous, et en fonction de tout ce qui se passe, il faut être capable de s'adapter. Et je dirais que si c'était tout le temps, il faut minimiser, rassurer, etc., ça serait une règle où il n'y a pas d'exception, ce qui est bizarre. Donc, pour moi, en fait, c'est ça. Après, face à l'individu moderne, il y en a quand même beaucoup plus qui sont très hautement anxieux, très surmenés, très dévitalisés, complètement saturés mentalement, émotionnellement, etc. Donc, c'est vrai que c'est juste parce que c'est comme ça aujourd'hui, mais je pense que si on prenait il y a 50 ou 60 ans ce qui était enseigné et comment on observait la population, on n'avait pas du tout le même profil en face de nous. Donc forcément, il y aurait eu une adaptation à ce contexte-là à avoir qui n'était pas la même. Et ce qu'on dit là devra être ajusté dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et peut-être même demain. Et ça serait cool de le faire d'ailleurs. exactement. Moi, j'invite les gens qui nous regardent à aller sur le site, la chaîne YouTube de l'INA, INA. Et en fait, de regarder les gens dans les années 50, 60, 70, comment ils s'exprimaient, comment ils parlaient, comment ils vivaient. Et vous verrez un autre référentiel, c'est la même culture, mais d'une autre époque. Et donc, bah, vous verrez comment ajuster ça. Et vous voyez comment les gens parlent plus posés, sont plus, plus posés, et donc moins excités, moins toniques. Vous regardez les tempéraments, les structures osseuses, vous regardez l'éclat des yeux, vous regardez l'implantation pileuse, etc. Puis vous vous dites, bah tiens, qu'est-ce qui a changé par rapport à notre époque? Et puis là, vous faites un truc, et puis après vous dites, bah, si on continue comme ça, vers quel individu on va le faire? Et puis vous regardez les enfants, maintenant les ados, quel morphotype ils ont. C'est ça qu'il faut faire. Bien sûr. Ouais, j'adore ce conseil. Écoute, pour ma part, j'avais vraiment envie qu'on échange là-dessus. J'avais envie que les gens qui s'intéressent à notre école puissent voir qui est Fabien Moine, même si tu es visible partout. Bien sûr, tu as ta maison d'édition Exuvie, ta chaîne YouTube qui est géniale, et il y a la chaîne de la maison d'édition aussi. Et puis, il y a plein de ressources qui te concernent. Aujourd'hui, tu as fait plein d'entrevues, plein de choses comme ça. Mais j'avais vraiment à cœur qu'on puisse dire, si vous vous intéressez à notre école, sachez que Fabien intervient. Donc, on va être transparent, on va vous dire pourquoi il fait tout ça, ce qu'il anime là-dedans, ce qui lui plaît là-dedans. Comme ça, vous savez vraiment à qui vous allez avoir affaire et pourquoi. Je trouve que c'est très important de faire ça. Merci beaucoup pour cet échange et tout ce que tu nous as partagé. Je t'ai découvert encore une fois sous un autre angle. Je trouve ça génial et fascinant de redécouvrir tout le temps quelqu'un, même si je connaissais cette anecdote de l'Inde, etc. Ben, j'aime bien. Je trouve ça vraiment cool de te redécouvrir tout le temps et tu sais, c'est ça enfin, c'est une expérience humaine. Aussi bien notre école que les collaborations, je trouve ça génial, quoi. Donc merci beaucoup. Sincèrement, c'était hyper Avec cool. plaisir, un grand plaisir. Écoute, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Si c'est vraiment pour vous de faire de la naturopathie, bah, lâchez pas. Et puis continuez à vous former, continuez à vous documenter. Vous avez d'excellents livres dans la maison d'édition de Fabien et sur sa chaîne d'excellents contenus. Et puis je vous dis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.